Bonjour à tous, bienvenue sur cette webconférence sur le thème de l'Executive Education. Alors aujourd'hui, nous allons pendant 1h30, en fonction du nombre de questions, que vous aurez tenté de répondre à toutes les interrogations, toutes les problématiques même qu'on est en droit de se poser quand on réfléchit, tout comme vous j'espère, à reprendre ses études et à s'investir dans une formation professionnelle de manager. L'objectif de ce moment, c'est vraiment de vous donner les clés pour vous accompagner dans votre réflexion et essayer de répondre aux plus grandes interrogations que vous vous posez, mais également de vous laisser la parole. Alors, tout au long de cette conférence, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, n'hésitez pas à intervenir si jamais certains sujets demandent des clarifications ou si vous souhaitez apporter votre expérience sur des points spécifiques. Je m'appelle Mathieu Catherine, je suis le directeur de topformation.fr, qui est un site internet dédié à la formation professionnelle. Nous référençons un très grand nombre de formations, mais nous sommes également une bibliothèque de contenu où vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations sur l'actualité de la formation, sur les financements disponibles et de nombreux conseils pratiques pour vous aider à construire votre projet professionnel. Je vais maintenant vous présenter l'agenda de cette conférence qui va se dérouler en 6 points. Le premier, nous allons regarder un petit peu les publics cibles, comment ces publics ont évolué au cours des dernières années, quelles sont les conditions d'admission pour les Executive Education, les possibilités de financement, évidemment, nous évoquerons notamment la part du CPF grandissante, les retombées et les réussites professionnelles. Comme tout investissement, on en attend un retour sur investissement. On verra qu'il est à la fois au niveau de la carrière, au niveau du salaire, bien sûr, mais également au niveau personnel. L'ensemble des personnes, souvent, qui décident de se relancer dans leurs études et de refaire une Executive Education, le font en parallèle de leur emploi. Donc, on verra comment les écoles se sont adaptées pour vous permettre de mieux appréhender cette demande et cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'ensemble des programmes Executive Education aujourd'hui abordent une nouvelle dimension, les soft skills, qui n'étaient pas forcément présentes dans les parcours académiques que les personnes, les apprenants ont pu faire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc on verra également comment l'apport académique est tout aussi important que les compétences comportementales. Et puis enfin, on verra que choisir une école, choisir une université pour reprendre ses études, c'est également choisir un réseau, qu'il soit territorial, qu'il soit national, à vocation internationale. Cette dimension est très importante et doit s'accompagner de l'ensemble du parcours. Alors, je vais maintenant vous présenter les 6 intervenants qui nous font le plaisir d'être aujourd'hui avec nous. Sur le slide suivant, voilà, Monsieur Éric Lamarque de l'IAE Paris, bonjour. Alors, je ne sais pas comment... Bonjour. Madame Élodie Luquet, bonjour, de l'ESSEC, Executive Education. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Merci. Monsieur Chemangui d'Audencia. Bonjour. Monsieur Dai Shen de la Brest Business School. Bonjour. Messieurs Pierre Chevalier et Olivier Fex de l'ESG. Enchanté. Et Madame Inès Kedir de l'ESCP. Bonjour à tous. Voilà. Alors, pour commencer donc ce webinaire, le premier sujet que nous allons aborder, c'est donc le public cible, sur le slide d'après. Voilà, et les conditions d'admission. Alors, à qui s'adressent ces programmes? L'offre a considérablement évolué au cours des dernières années avec des masters spécialisés, des executive MBA, certificats belges et ainsi de suite. Les personnes qui viennent faire de l'executive education aujourd'hui cherchent de légitimité dans leur domaine. Ce sont souvent des gens qui ont grandi, qui ont gravi les échelons au sein de leur entreprise. Ils recherchent donc une évolution de carrière, une reconversion complète aussi parfois avec des profils et des parcours qui font des changements complets d'orientation. Une meilleure employabilité pour les personnes demandeurs d'emploi qui viennent chercher des compétences transversales, mais également de l'inspiration. On verra que beaucoup de ces participants avaient le souhait au départ ou c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de la formation, décident de construire eux-mêmes leur entreprise et leur projet professionnel. Au cours des dernières années, dans le slide suivant également,
Merci. Plus 10% des Français, chaque année, décident de faire une executive education. Et sur l'ensemble des études, 72% d'entre eux montrent une vraie progression dans leur carrière à la suite de ce parcours. Et 60% montrent une progression de salaire dans le programme dans l'année qui suit. Donc ce sont des moyennes, évidemment. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de formations différentes. Et on évoquera également ce point un petit peu plus tard. Le fil rouge que nous avons sur l'ensemble de cette webconférence, et c'est quelque chose, nous avons fait beaucoup d'interviews pour préparer cette webconférence que vous pouvez retrouver dans un livre blanc qui est à télécharger également dans l'interface Webikeo. Le fil rouge de l'ensemble que nous allons voir avec l'ensemble des écoles, c'est que l'important réside vraiment dans le fait de trouver le programme qui correspond à son projet personnel de développement. Ça passe par l'accompagnement des écoles et ça passe aussi surtout par une bonne définition. Donc, je vais laisser maintenant la parole à notre premier intervenant dans le slide suivant, Monsieur Eric Lamarque, pardon. Vous accueillez énormément d'étudiants au sein de l'IAE. J'aurais aimé que vous nous racontiez un petit peu comment a évolué le profil de ces participants et comment vous avez vu un petit peu comment vous délimitez ensemble le projet professionnel autour de vos éducations. Oui, merci de cette invitation. Donc, le projet personnel, c'est évidemment un sujet central dans le choix et dans la sélection de nos candidats, puisque dans notre établissement, nous sélectionnons quand même aussi les personnes qui souhaitent faire ce genre de programme. Et au cours de l'entretien, nous allons voir avec eux justement comment ce programme s'insère dans leur projet personnel et dans leur projet professionnel. Donc, nous regardons si effectivement ça a du sens par rapport au niveau d'études obtenu. Il y a des gens voilà, qui n'ont pas forcément fait des grandes écoles, qui n'ont pas fait de management, puisque l'IE de Paris, c'est un lieu où on fait des formations au management, comme les écoles ici présentes. Et donc, on regarde si vraiment ce qu'il va faire à l'IE de Paris s'inscrit bien dans une progression et dans un projet qui est clair pour les personnes qui le reçoivent. Donc c'est vraiment cet aspect-là que nous allons regarder. Quand je dis projet personnel et professionnel, et les gens qui reçoivent en entretien la personne, le candidat ou la candidate, sont là pour justement juger de la cohérence de ce projet personnel et de ce projet professionnel. Voilà, ça c'est vraiment le critère je dirais, de recrutement et de sélection principal de nos candidats. Après le niveau d'études évidemment auquel ils partent et la nécessité de faire des dispositions de validation d'acquis ou autres au préalable. Bien sûr. Alors, avec les programmes qui se sont multipliés, comme je le disais, le plus en plus de personnes qui souhaitent faire aujourd'hui une executive education, est-ce que vous avez vu une évolution dans le profil type ou le parcours type des participants? Alors, ce qu'on remarque, alors historiquement à l'IE de Paris, nous sommes des universitaires axés sur la double compétence, donc on voit toujours quand même se renforcer ce besoin de compétences en management chez des gens qui n'ont pas de compétences en management au départ, parce qu'ils ont été, voilà, ils ont fait des études d'ingénieur, ils ont fait des études de droit, ils ont fait des études d'économie, dans la santé, beaucoup. Et donc, c'est plutôt un renforcement qu'une évolution. Et maintenant, systématiquement, les personnes qui se retrouvent en responsabilité, sans avoir fait d'études de management un peu, je dirais, sérieuses, éprouvent ce besoin de se renforcer dans ces domaines du management. Et puis, la deuxième évolution, c'est que quand même, on constate que sur certaines disciplines, il y a un renforcement des attentes. Moi, je le vois notamment sur les masters exécutifs en finance, notamment, où face à un monde assez complexe, les personnes, et je dirais un sujet financier souvent assez complexe ou sur lequel les personnes n'ont pas eu beaucoup de formation, on parle beaucoup de la culture économique des Français en général, et qui est assez faible, eh bien, on a quand même beaucoup de demandes. C'est d'ailleurs les masters où on sélectionne le plus, parce qu'on ne peut pas accueillir toutes les personnes qui sont candidats auprès de nous. Donc, sur des choses très pointues, des évolutions sur le data, sur tout ce qui tourne évidemment autour du digital, les aspects ESG, on sent qu'il y a un renforcement de ces attentes, et évidemment, nos programmes évoluent aussi depuis quelque temps en conséquence. Parfait. Merci beaucoup.
Alors, je voudrais donner maintenant la parole à l'ESG, justement, à Monsieur Pierre Chevalier, peut-être, sur les conditions d'admission et les conditions d'éligibilité à vos programmes. Comment est-ce que vous définissez un petit peu tout ça et comment surtout vous accompagnez les participants dans leur process d'admission? Alors, Monsieur Chevalier, il faut ouvrir votre micro, pardon. Toutes mes excuses. Voilà, parfait. Merci. Ça arrive toujours, ne vous inquiétez pas. Ça arrive toujours, mais c'est sympathique. Les conditions d'éligibilité pour rejoindre notre exécutive sont les suivantes. D'être titulaire d'un bac+2 ou plus, mais surtout d'avoir une expérience professionnelle de 7 ans et plus, bien sûr. Nous avons de plus en plus de candidats qui sont entre bac+3 et bac+5 et qui veulent faire une deuxième partie de leur carrière professionnelle. Dans certains programmes, toutefois, exigent des prérequis métiers et lors des entretiens de recrutement, nous nous chargeons de valider entre notre directeur pédagogique de la formation et notre conseiller en formation, nous validons les prérequis nécessaires pour intégrer les programmes. Je pense à des programmes très, très spécialisés comme l'hospitality ou autres, où il y a une demande, ou en cybersécurité, ou en finance, auditeur et contrôle de gestion, tout à fait. Ces trois-là sont techniquement, techniquement nécessaires pour que nous puissions les intégrer dans nos formations. Deuxième point, l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, il se fait à la fois sur le montage des dossiers, et nous avons un interlocuteur unique à partir du moment où le premier contact a été pris, qui suit le candidat pour l'accompagnement sur le montage du dossier financier jusqu'à sa rentrée dans un des exécutifs. Et c'est une personne qui est dédiée et qui est formée à tous les différents outils qui changent régulièrement, croyez-nous. Et alors, ça, c'est un accompagnement pour le montage du dossier, mais l'accompagnement, nous avons une possibilité qui est offerte à chacun de nos apprenants pendant leur formation et à l'issue de leur formation, de rencontrer des spécialistes, cette fois-ci par rapport à leur projection de fin d'études et leur début de carrière, nouvelle carrière. Ils ont donc des chasseurs de tête qui les accompagnent, soit des chasseurs de tête généralistes, soit des chasseurs de tête métiers qui les accompagnent pendant un certain nombre de mois, qu'ils rencontrent, et ceci sur une base de volontariat, sachant qu'on a quelques apprenants qui, de leur côté, n'ont pas de besoin d'accompagnement spécifique, si ce n'est une aide, parce qu'ils continuent une progression dans l'entreprise, mais ils sont aussi très demandeurs de cet accompagnement. Et nous le faisons au minimum 3 fois pendant leur scolarité. Je parle des chasseurs de tête et des recruteurs. D'accord. Et est-ce que vous diriez que cette demande, elle est venue d'un besoin que vous avez identifié pour mieux aider les participants, ou c'est vraiment les participants et le marché qui vous a poussé à mettre en place toutes ces mesures et notamment ce service de chasseur de tête? Alors Mathieu, en fait, c'est concomitant. C'est une demande suite à la période post-Covid des 2 années qui ont été très compliquées. Mais nous le faisons déjà. Alors, je vais parler d'autres formations, dont une que je dirige. Pour d'autres spécialités, des chasseurs de tête sont présents parmi nous et accompagnent nos jeunes. Et c'est une demande qui n'est pas récente. Ça fait 3 ans que la montée, quand je dis récente par rapport pré-Covid, la montée en puissance s'est faite. Et on l'avait testé sur des beaucoup plus jeunes, ce qui est assez étonnant, pour après le basculer avec des entreprises spécialisées dans le recrutement ou des RH de grands groupes avec qui nous sommes partenaires. Parfait. Merci beaucoup. Alors,
On va aborder maintenant un autre point crucial, évidemment, qui est le financement. Le financement de ces formations. Il y a beaucoup de moyens de financement qui sont mis à disposition des participants pour permettre de monter un dossier. Récemment, évidemment, le CPF a pris une part bien plus importante dans les projets de financement, avec le recul un petit peu des entreprises et de la façon dont ils pouvaient aider leurs salariés à se positionner sur ce type de formation. Donc, je voudrais donner la parole maintenant à Audencia, Monsieur Chemangui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passent chez vous les moyens de financement? Qu'est-ce que vous avez observé sur les dernières années et quelles sont les grandes évolutions pour les financements de vos formations, ou en tout cas des participants? Merci. Il est vrai que, on va dire, en comparant les dispositifs de financement il y a 3-4 ans, on peut percevoir une certaine complexité de ces montages de financement. Là, on était, on va dire, plutôt sur des dispositifs beaucoup plus simplifiés avec des OPCA, avec des financements, je dirais des interlocuteurs de financement qui sont identifiés, qui pouvaient couvrir la totalité des coûts de scolarité. Aujourd'hui, on se retrouve avec des montages qui peuvent paraître pour un futur participant à la formation continue comme un montage complexe. Mais en même temps… Alors sur le slide, excusez-moi, je vous interromps juste une seconde. Sur le slide d'après, justement, on voit les différentes étapes qui sont un peu recommandées pour que les participants puissent monter leur dossier en aide avec vos services d'aide au projet, justement. Hein. Exact, exact. Et en fin de compte, aujourd'hui, pour un peu donner une typologie des modèles de financement qui s'offrent à des participants, on va trouver des modèles de financement qui sont plus à l'initiative de la personne qui va suivre la formation. Là, on est essentiellement sur du CPF de transition. On va trouver une deuxième catégorie qui est plus aujourd'hui pilotée par des branches professionnelles, où on peut avoir des montages complets avec des OPCO spécialisés et qui vont irriguer des filières d'activité, des branches d'activité, etc. Et puis, nous n'oublions pas, c'est un élément important aussi, il y a un accompagnement et un financement dans une logique de reconversion professionnelle, dans une logique de retour à l'emploi, et qui est aussi géré par des instances d'accompagnement comme le pôle d'emploi, comme d'autres. Ce qui est important, c'est de ne pas croire aujourd'hui que les financements ont baissé, pas du tout. Les financements, je dirais même qu'ils sont plus conséquents, mais qui insistent sur un projet professionnel défini qui va argumenter ensuite le montage de dossier qui va se faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que, alors, on parle aussi beaucoup des conseils dans ce webinaire. Quels conseils vous donneriez à des personnes qui ont du mal justement à ficeler un petit peu leur projet professionnel à cause de ce volet financement? Oui, je commencerai par dire que le modèle de financement, c'est aujourd'hui le parallèle de votre projet professionnel. Ce qui veut dire que si vous avez un projet professionnel qui est plutôt porté individuellement, il y a un montage qui peut se faire en logique de CPF. Si vous avez un projet qui est coporté avec votre entreprise, il y a un montage qui peut se faire avec votre employeur et votre CPF. Et si vous avez un projet aussi de reconversion professionnelle ou de retour à l'emploi, il y a aussi un modèle d'accompagnement qui est associé. L'essentiel de ce sujet, c'est que j'ai envie de dire à des futurs participants en formation continue que un projet de formation, ce n'est pas un produit. Un projet de formation, c'est une organisation à se faire avec des parties prenantes pour accompagner ce projet de formation. Ce qui veut dire qu'on doit partager son projet de formation, on doit mettre comment dire, en cohérence des objectifs d'entreprise avec des objectifs de salariés, des objectifs de pôle de réinsertion avec des objectifs d'un futur salarié. Et ces éléments-là, je pense que
l'ensemble des participants à ce webinaire le confirment, nous avons des équipes qui sont capables d'accompagner ce projet, non pas seulement dans une logique de financement, mais dans une logique de validation de l'évolution professionnelle, de l'objectif métier visé, et ensuite, tout va en découler sans trop de difficultés. Merci. Alors, sur ce thème également, j'aimerais donner la parole maintenant à Élodie Luquet de l'ESSEC Executive Education. Vous avez, l'ensemble des écoles, souvent des aides de bourse pour aider des profils, dans le slide suivant, des profils qui sont un petit peu différents ou qui, afin de diversifier un petit peu les promotions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces différentes initiatives que vous avez, notamment à l'ESSEC ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je rejoins notre collègue de Nancy, en tout cas, sur la multiplicité des sources de financement et le fait qu'il est très important pour une personne qui envisage de se lancer en exec-ed et de reprendre un projet de formation, de se dire que ces sources de financement vont être potentiellement multiples. Je pense que les autres écoles pourraient témoigner aussi aujourd'hui, mais c'est un mixte de financement personnel, entreprise et public. En tout cas, c'est ce qu'on observe. La majorité des apprenants à l'ESSEC en formation exécutive ne peuvent se reposer sur une seule source de financement et vont avoir tendance à justement essayer de constituer un pool diversifié. Voilà. Donc, il y a le soutien financier de l'employeur qui peut être activé. Il y a des dispositifs d'aide qui sont proposés à l'ESSEC, mais j'imagine dans d'autres écoles aussi. Donc, les dispositifs, par exemple, d'Early Bird, qui sont des déductions à l'ESSEC, en tout cas de 15% pour les inscriptions qui sont clôturées avant une certaine date. Ça, c'est un premier point à prendre en compte pour réduire, en tout cas, le coût de la formation. Des déductions à l'ESSEC de 16% qui sont appliquées sur les montants financés personnellement. Donc, c'est un dispositif d'aide particulier qui vise à accompagner le financement personnel. Les options de financement dédiées à la formation continue, bien sûr, on l'a évoqué, le compte personnel de formation. Le financement personnel avec une possibilité de prêt étudiant à taux zéro. C'est aussi une piste que les participants peuvent explorer lorsqu'ils envisagent d'intégrer nos formations. Et enfin, le dispositif de bourse. Alors, à l'ESSEC, on a une série de bourses qui sont proposées en fonction des profils des participants et des projets professionnels. Ça peut être un soutien à l'entrepreneuriat. On a un taux de participants qui rentrent avec des projets de création d'entreprise qui sont de plus en plus importants au fil des ans. Ce taux atteint, par exemple, en exécutive MBA, sur la dernière cohorte, à peu près 16% de participants. Voilà. Donc, on a des bourses de soutien à l'entrepreneuriat, évidemment des bourses accessibles pour soutenir le leadership au féminin. L'essor et faciliter l'accès à la formation de femmes qui envisagent d'occuper des postes à plus forte responsabilité. Ça, c'est une dimension très importante à l'ESSEC, mais je le sais également dans d'autres écoles. Les hauts potentiels, une bourse pour hauts potentiels, les parcours internationaux, les marchés émergents, en tout cas tous ces dispositifs de bourse, et je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est assez longue, mais ça peut représenter, en fonction des programmes et en fonction des profils qui postulent, entre 5 et 20% des frais de formation. Donc c'est une vraie volonté de diversifier un petit peu les promotions ou d'aider des parcours très spécifiques qui peuvent apporter autre chose au réseau aussi peut-être ? Oui, les deux, vous avez raison. Je pense que c'est des profils qu'on a envie d'encourager et de voir davantage en executive education. Par exemple, les femmes ont tendance à être évidemment, je pense, il y a une forme de prudence dans ce type de projet de formation. Donc, on essaie d'aller au-delà en les accompagnant davantage peut-être sur les conseils qu'on peut donner et qu'on peut dispenser lorsque les projets sont montés en amont des formations. L'entrepreneuriat, c'est une des valeurs très fortes aussi à l'ESSEC, et on observe qu'on suit tout simplement en fait l'évolution du marché. On a de plus en plus de personnes qui se lancent en entrepreneuriat, qui créent leur entreprise, et donc on a vocation par ce dispositif de bourse à accompagner un mouvement naturel sur le marché du travail aujourd'hui. Donc oui, on essaie d'être en soutien, en tout cas, également bien sûr de la diversité. Il faut que dans la salle de classe,
on a tendance à essayer de reproduire un monde d'entreprise qui soit le plus diversifié possible parce que c'est là où les échanges et là, les apprentissages vont être les plus riches. Donc, c'est notre objectif. Ouais. Ouais. Très bien, merci. Alors, évidemment, quand on parle de financement, on va aborder le troisième point maintenant, qui est celui de la retombée et des réussites professionnelles. Alors, il y a 3 volets sur les retombées. Quand on a eu nos échanges ensemble pour préparer ce webinaire, vous m'avez tous évoqué évidemment la possibilité de la consolidation de son savoir-faire, avec une phrase qui est revenue souvent: apprendre à comprendre de nouvelles problématiques, des problématiques existantes, puisque ce sont des gens qui sont les apprenants en poste généralement, et donc qui ont déjà ces problématiques autour d'eux, mais apprendre à mieux les comprendre. Meilleure connaissance de soi-même, évidemment, grâce aux travaux de groupe, grâce au réseau, grâce à tout ce qu'ils vont pouvoir appréhender en termes de soft skills. On en parlera aussi un petit peu après plus tard. Et puis, évidemment, un des points les plus cruciaux, la progression de carrière, que ce soit au niveau du salaire, mais également l'accès à des postes supérieurs et briser un peu parfois un plafond de verre. Alors, je vais redonner la parole à monsieur Éric Lamarque sur l'IAE Paris-Sorbonne. Alors, l'ensemble des écoles, des universités, vous faites des suivis et des classements pour voir un petit peu comment évoluent les personnes qui ont suivi une formation continue dans vos rangs. Est-ce que vous diriez que cette progression est continue? Est-ce que c'est quelque chose que vous... Comment est-ce que vous faites déjà pour établir de telles statistiques? Oui, effectivement, c'est quand même quelque chose qu'on suit beaucoup et que l'on présente d'ailleurs aux candidats, hein, qui font partie de nos outils de communication pour prouver, hein, tout simplement que l'on a ces résultats. Donc en fait, on fait des enquêtes, hein, au sortir de la formation, hein, quelques mois après la formation, et même j'observe que parfois, au cours même de la formation, l'apprenant a des propositions et voit son poste évoluer. D'ailleurs, moi, je leur dis souvent, attention, le changement de poste pendant le programme de formation, il faut faire attention parce qu'on va demander dans le travail, dans la vie professionnelle, beaucoup à la personne qui prend un nouveau poste. Donc, voilà, on essaie de gérer ça aussi. Mais effectivement, hein, l'argument et les chiffres que vous citez correspondent assez largement à ceux que nous pouvons avoir, nous, ici à l'IE de Paris, hein. De façon globale, nous constatons qu'à peu près 80-90% des gens considèrent qu'ils ont vu leur capacité professionnelle, ou comme on dit aussi, leur employabilité progresser. Donc ça, c'est quand même le premier élément. Vous parliez de développement personnel, de connaissance de soi, mais nous, l'idée, c'est que les personnes, elles soient renforcées dans leur vie professionnelle et dans leur volonté d'évolution. Et effectivement, là, les chiffres que vous citez, c'est régulièrement ce que l'on voit, hein, en termes d'augmentation de salaire ou de changement d'entreprise à l'issue, ou quelques mois à l'issue de leur progression. Après, c'est un peu dans la durée aussi, puisque nous, notre souhait, c'est d'accueillir, à un moment donné, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais des gens qui sont des cadres intermédiaires, hein, qui ne sont pas encore des dirigeants, et l'objet, c'est effectivement qu'ils puissent devenir des cadres supérieurs et des dirigeants à terme. Donc, quelque part, c'est assez logique, hein, aussi que l'on ait ces chiffres-là, puisque ils sont venus chez nous aussi pour compléter ce qu'ils n'avaient pas pu faire par le passé, et donc on attend ces progressions. Donc voilà, donc on est bien dans ces proportions-là, et du coup, entre le prix de la formation versus les progressions qu'il peut y avoir derrière, chacun peut évaluer un petit peu son retour sur investissement, à la fois personnel, mais également financier. Alors, c'est intéressant aussi de voir que les personnes changent souvent d'entreprise, en tout cas 35%, ce qui est quand même assez élevé. Est-ce que vous diriez qu'il y a une corrélation entre le projet de départ, on parlait tout à l'heure du financement aussi, qui peut être coopté avec l'entreprise, et la possibilité de changer d'entreprise? Vous ne le recommandiez pas forcément, je pense que c'est une question de charge de travail aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Je ne le recommandais pas forcément, si vous voulez, pendant la formation. C'est un peu parce que C'est ça, nous, ouais. en tout cas, nous, on déroge pas au principe à la Sorbonne, si vous voulez. On nous regarde beaucoup sur le respect de la qualité des diplômes et de la reconnaissance des diplômes. Donc, si quelqu'un dit, j'ai changé de travail, c'est bon, donc j'ai moins besoin de travailler mes derniers cours au mémoire de fin d'études,
la personne n'aura pas son diplôme, même si elle a changé de travail et même si son objectif professionnel a été rempli. Donc, on est assez intransigeant avec ce côté-là. Et ça, c'est notre côté public qui nous rend, on ne peut plus intransigeant là-dessus. Donc, par contre, moi, je fais le constat quand même que si des gens changent d'entreprise, c'est parce que, soit quelque part, on leur avait dit, si vous vous formez, si vous vous renforcez, on va vous proposer quelque chose. Et est-ce que l'entreprise tient toujours ses promesses? Ça n'est pas certain. Ou certains aussi, qui, ça sera évoqué plus tard, n'ont pas souhaité forcément aussi dire à leur entreprise, écoutez, moi, je fais ça à côté, je le fais en plus. Il y a beaucoup de cours du soir, il y a beaucoup de cours de samedi, et qui ont fait ça parce que justement, au sein de leur entreprise, ils n'ont pas forcément perçu que où on comptait sur eux, où on pourrait les faire progresser et qu'ils souhaitent progresser. Donc ce chiffre de 35% retrace un petit peu ces deux phénomènes, c'est-à-dire une entreprise qui finalement est une RH qui accompagne pas complètement jusqu'au bout Tout à la fait. logique, ou des gens qui se sont dit dans mon entreprise, il n'y a pas vraiment d'évolution possible et donc il faut que je me renforce pour pouvoir évoluer. Merci beaucoup. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder tout de suite avec Inès Kedir de l'ESCP Business School, c'est l'évolution personnelle. On parle beaucoup aussi donc, du retour sur investissement financier, de carrière, mais je crois que ce type de formation aussi apporte beaucoup au niveau de la transformation personnelle et de l'engagement que ça demande. Oui, absolument. On voit beaucoup de gens, quand ils candidatent à ce type de programme, nous dire moi, il faut que je renforce mes connaissances en finance, en stratégie, des choses qui leur semblent évidentes. Et ce qui leur semble moins évident, c'est les choses qu'ils ont besoin de renforcer en termes de leadership et puis de connaissance de soi. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans les programmes, ils ont un certain nombre d'objectifs et ils se rendent compte pendant le programme, avec le choix de modules qu'on leur offre, qu'ils apprennent beaucoup plus que ce qu'ils étaient venus chercher. Et de plus en plus, ils sont en recherche de ce qu'on appelle les soft skills, donc ils vont les aider à développer leur leadership, leur management, selon les programmes. Par exemple, nous, sur l'Executive MBA, on a beaucoup de cours électifs sur le management interculturel. Sur nos Executive Masters, on a des séminaires en leadership. On a des matières qui n'étaient pas forcément venues chercher aussi sur tout ce qui est RSE, et j'entends dans RSE pas uniquement la conscience des thématiques sur la planète, l'environnement, mais aussi sur l'impact des décisions qu'on peut avoir sur la société, sur les collaborateurs. Et tout ça, c'est des matières assez nouvelles qu'ils n'étaient pas forcément venus chercher et qu'ils nous remercient à la fin d'avoir intégré dans le programme de plus en plus de manière obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était un petit peu au choix, et puis on s'est rendu compte que ne choisissaient ces matières-là que les gens qui en avaient déjà conscience. Et finalement, de l'intégrer comme des matières obligatoires pour tous fait qu'ils se rendent compte, mais si vous ne me l'aviez pas imposé, je ne l'aurais pas forcément choisi, mais merci de me l'avoir imposé, parce qu'aujourd'hui, je ressors grandi beaucoup plus que ce que je pensais apprendre sur moi et ce que je pourrais appliquer demain au sein de mon entreprise. Alors, on a vu au début l'importance du projet personnel quand on choisit une formation, quand on choisit une école. Est-ce que vous diriez que cette évolution qui se fait au fur et à mesure de la formation peut modifier aussi ce projet personnel ? Oui, alors évidemment, ce qu'ils vont apprendre au cours du programme, on en voit beaucoup venir en nous disant, voilà, moi, je souhaite évoluer dans la hiérarchie de mon entreprise, je vise tel niveau de responsabilité, et puis finir avec un tout autre projet, soit une création d'entreprise, soit parce qu'ils ont été débauchés dans un secteur qu'ils ne pensaient pas intégrer au début. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas leur expliquer au départ, mais en général, on ressent ça, on le voit tous les jours. Et il est vrai qu'ils apprennent non seulement, bien sûr, des cours et des professeurs et des échanges qu'ils vont avoir sur le travail qu'ils vont faire, mais beaucoup aussi de leurs relations avec les autres, des gens qu'ils vont rencontrer, des opportunités qu'ils vont saisir pendant leur programme. Très bien, merci. Je vous en prie.
Alors, le point suivant qu'on va aborder, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On voit que beaucoup de ces programmes demandent beaucoup aux participants. Souvent des participants qui ont qui continuent leur activité professionnelle et qui font face à des nouvelles problématiques, un volume d'heures également très important qui leur demande beaucoup. Alors, je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Dai Shen de la Brest Business School. Comment est-ce que vos programmes, votre organisation peut aider ces professionnels à pallier à la fois un gros volume de travail qui leur est demandé, donc on l'a vu au niveau personnel, ce qui peut être très très fatigant moralement et personnellement, au niveau académique évidemment, il y a des nouvelles compétences à assimiler, mais également parfois même leur profession toujours sur le côté à garder et à rester en vie active. Alors sur le slide d'après. Monsieur Chen, je ne sais pas si vous êtes en mute. Très bien, merci beaucoup d'évoquer ce sujet ensemble. D'abord, l'avantage de passer en dernier, c'est que je peux capitaliser sur les commentaires et les propos des collègues pour être concis et peut-être aussi très rapide dans le sujet. Je pense que le sujet que vous évoquez ici est très important. À côté des problèmes de financement, à côté des problèmes de motivation et envie de formation évoqués par mes collègues, la conjugaison, la combinaison entre la vie professionnelle, la vie familiale et aussi la vie personnelle, je pense que les loisirs personnels, et c'est un dilemme pour beaucoup de participants pour les formations continues. L'individuation et la personnalisation de le parcours de formation devient un sujet extrêmement préoccupant et demandé par les participants. Et dans ce cas-là, je pense que la bonne façon, c'est de travailler à la fois sur, évidemment, la pertinence des programmes pour les personnes puissent rester motivées, pour qu'ils trouvent le parcours de formation pertinent pour leur progression de carrière et aussi progression personnelle. Mais en même temps, la technologie nous permet de proposer des formations blended qui permet de mieux mixer, je dirais, le temps de la formation et le temps de travail, le temps de loisir. C'est pour cela que Brest Business School, nous avons lancé dès janvier 2020, juste avant le Covid, l'ensemble de nos formations professionnelles, à la fois nos 3 masters spécialisés, à la fois notre MBA, en mode blended, c'est-à-dire sur un cursus de formation de 16 mois, nous avons 3 semaines de regroupement, une semaine au début, une semaine au milieu, une semaine à la fin, et le reste du temps, ce sont des formations distancielles, avec soit des formations asynchrones, soit des formations synchrones, avec les classes virtuelles, avec le coaching personnalisé et avec le suivi de groupe, en fait. Et ça, c'est un modèle qui fonctionne. En plus, le Covid nous a permis de perfectionner le système. C'est pour ça que notre école a obtenu le label Fort Digital de conférence aux écoles, une des premières. Et ça, c'est le système. On a le feedback maintenant de nos participants, parce que les premiers sont diplômés depuis 6 mois. Ils disent que finalement, ils ont choisi le programme beaucoup, évidemment, avec le contenu sur supply chain, sur gestion patrimoine, sur gestion contrôle de gestion, mais en même temps sur la modalité, car ça leur permet de rester à Marseille, rester à Lille, rester même à Guadeloupe ou même au Maroc, et de suivre un programme qui a presque une ville assez lointaine par rapport aux autres grandes villes métropoles. Et deuxième chose qui est intéressante, c'est finalement, quand les gens sont distants, quand le système est bien, je dirais, rodé, l'intention reste très forte, car les gens ont besoin de se parler par chat, par téléphone, par mail. Et justement, du coup, la précaution de communication devient un point important. Quand les gens se voient, je dirais, pendant une semaine, où on dit, tiens, il y a des pauses café, il y a des déjeuners, il y a des dîners, qu'on peut partager, etc. Mais là, on n'a pas ces moments conviviaux. Et du coup, les gens, quand ils se communiquent, ils prêtent encore plus attention. Et du coup, finalement, les échanges sont encore plus concis, mais aussi plus efficaces. Donc ça, c'est, je pense, quelque part, leur permet d'être plus efficaces dans la gestion de leur temps. Une chose importante, c'est la partie rencontre entreprise, parce qu'on dit aussi la formation professionnelle, les gens, ils viennent chercher des nouvelles compétences, ils viennent chercher évidemment un diplôme, les gens cherchent aussi des rencontres pour élargir leur réseau professionnel. Et dans ce cas-là, on a organisé aussi des visites virtuelles qui permettent aux personnes à distance de visiter les entreprises, discuter avec les entrepreneurs. Ça aussi un point complémentaire au niveau de la pédagogie. Très bien. Merci beaucoup. Alors,
ensuite, j'aimerais donner la parole à Élodie Luquet, à nouveau de l'ESSEC, pour discuter un autre point aussi. Le diplôme à son rythme. Beaucoup d'entre vous se sont adaptés, j'imagine, au nouveau format de financement dont on parlait avant avec le CPF et ont découpé un petit peu les programmes en des modules plus restreints. Est-ce que ce sont des formules qui séduisent aujourd'hui les participants ? Oui, tout à fait. Je pense que la majorité des formations en executive éducation souhaitent s'adapter au rythme d'activité d'un professionnel. Donc, on essaie de proposer un accès à tout ou partie du diplôme. Si je prends par exemple les executive masters spécialisés, on peut se dire qu'il y a différents types de populations, certains qui voudront capitaliser et être avoir un retour sur investissement très rapide et décider de faire le diplôme au complet, la formation diplômante au complet, sur un format très intensif, et d'autres qui, au contraire, ont un calendrier je ne sais pas, viennent de prendre par exemple un poste, se disent que peut-être une formation sur 12 mois risque d'être difficile à poursuivre en intégralité, et donc vont s'inscrire à un module de formation ou deux avant de pouvoir éventuellement nous dire oui, je souhaite continuer, j'ai testé ce premier module de formation, il a répondu à mes attentes, et donc je vais enchaîner sur les autres briques du programme. Donc oui, il y a une personnalisation, une individualisation du parcours et de la temporalité de ce parcours en fonction des situations vécues par les participants. L'objectif de toute formation exécutive est techniquement qu'elle soit faisable en même temps qu'une activité professionnelle. Donc, mon collègue vient d'en parler à l'instant. Tout est mis en œuvre à la fois dans les formats blended, 100% digital, présentiel, dans les types de déploiement. Est-ce qu'on a des formations qui sont déployées sur les week-ends? On a des formations qui sont disponibles en format modulaire par bloc, ou alors beaucoup plus dispersées dans le temps. Tout ça est envisageable et mis en place pour que la poursuite d'une formation soit accessible à tout professionnel en activité. Alors, j'en profite pour prendre une des questions du chat, et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y en a beaucoup, donc on y reviendra un petit peu en fin de session. Mais il y a une question qui se prête tout à fait à la discussion maintenant, c'est: y a-t-il beaucoup de travail personnel à fournir en plus des sessions? Oui, alors ça va dépendre des types de formations sur lesquelles vous êtes inscrit. Si vous êtes sur un module de 6 jours, évidemment, ce ne sera peut-être pas la même charge de travail qu'un executive MBA de 18 mois. Bien sûr. Donc, ça va dépendre du type de formation que vous avez. Il y a toujours effectivement, en tout cas pour les formations certifiantes ou diplômantes, des devoirs à rendre. Ça nous rappelle les bancs de l'école. Mais ce sont des devoirs qui sont, entre guillemets, adaptés. C'est-à-dire que, en tout cas, à l'ESSEC, on est beaucoup sur le travail de groupe. On travaille énormément en groupe. Donc, on se sent un petit peu moins seul quand il y a des copies à rendre pour la semaine suivante. Et puis, on est aussi sur des formats de type cas pratique. Je pense que la plupart de mes collègues aujourd'hui pourront en témoigner également. On essaie de s'appuyer sur les cas ou les problématiques vécues en entreprise par le salarié apprenant pour qu'il y ait une dimension très applicable, applicable immédiatement en entreprise. Donc, on va beaucoup travailler sur des cas réels de problématiques vécues par le participant en entreprise, ou tout simplement des cas extrêmement parlants du management d'aujourd'hui. Donc, si je devais répondre en une phrase très très courte, oui, il y a des devoirs à rendre, mais c'est faisable. Parfait, merci beaucoup. Alors, le prochain point qu'on va aborder, ce sont les enjeux un petit peu que traitent les nouveaux types de formation, évidemment les soft skills. Comme on l'a vu, vous avez tous évoqué certains programmes qui sont très présents dans vos écoles aujourd'hui. On parle de croissance durable, on parle d'égalité homme-femme, de finances vertes, de protection et de gestion des données. Mais vraiment le vecteur central qu'on a pu avoir en préparant ce webinaire, encore une fois, ce sont les soft skills et comment présenter les avantages de ces soft skills à des managers qui, 10 ans auparavant, n'ont pas été sensibilisés à ces problématiques dans leur cursus initial, mais qui, malgré tout, en ressentent le besoin, alors plus ou moins consciemment, comme on l'a vu également, dans leur quotidien.
Alors, à Audencia, je crois, Monsieur Chemingui, vous avez beaucoup de choses mises en place autour des soft skills qui sont présents dans l'ensemble des parcours, et c'est le cas dans toutes les écoles maintenant. Est-ce que vous pourriez développer comment les soft skills se sont imposés dans le parcours académique et ont dû faire un peu leur place dans les programmes? Merci. Et vous me permettez de prendre ma casquette de professeur qui intervient dans la formation continue pour illustrer cela. Bien sûr. Et il est vrai aujourd'hui que des personnes qui ont une expérience professionnelle, qui ont vécu des moments de difficulté, de solitude, si vous me permettez l'expression, par rapport à la gestion des individus, à la gestion des projets, à créer une adhésion au sein pour une vision, ben, ils viennent avec énormément de questions dont, à première vue, ils croient qu'ils auront des solutions par des protocoles techniques. C'est typiquement, je n'arrive pas à bien faire avancer des projets, quelle est la méthodologie de gestion de projet? Mais très rapidement, on va se rendre compte que le sujet, il est plutôt une compréhension de sa sensibilité comportementale et la perception des sensibilités comportementales des autres pour créer ensuite un modèle d'adhésion, un modèle d'intelligence collective qui peut fonctionner. Le sujet est d'autant plus important aujourd'hui que, et on peut prendre cet exemple très concret, que des questionnements sont de plus en plus importants par rapport à l'impact d'une activité professionnelle, par rapport à l'impact d'un secteur d'activité au niveau sociétal. Et moi, j'entends souvent quand on forme, par exemple, des profils sur la fresque du climat pour pouvoir, par exemple, travailler avec eux sur du marketing durable ou sur de la finance durable, etc., ben, il y a une forme d'anxiété forte qui se développe en se disant « mais moi, mon activité, l'activité de mes collectifs peut être nuisible par rapport à une situation climatique, par rapport à une situation sociale, etc. » Donc, ils ont besoin de retrouver des moteurs internes qui vont leur permettre de trouver du sens par rapport à leur projet et d'amener de l'adhésion et de la dynamique dans leur collectif. Il est clair aujourd'hui que moi je le dis souvent, cette dimension soft skills qui consistait dans la littérature américaine de départ sur les soft skills, à se recentrer sur la connaissance de soi et la connaissance des autres, n'est plus dissociable aussi de compétences sociétales qui vont nous permettre de comprendre quel est l'impact de nos décisions dans un bureau, dans une entreprise, dans une institution, sur la société avec un grand S et sur la planète en général. Donc, on a besoin de trouver du sens dans nos écosystèmes. Et le travail qui se fait sur les soft skills, c'est un élément extrêmement important qui, certes, doit se faire à travers des modules spécifiques de connaissance de soi, des modules spécifiques sur l'intelligence collective, etc. Mais je reviens à ce que ont dit mes collègues dans d'autres institutions. Il est fondamental pour réussir ces soft skills à penser à l'organisation d'un groupe d'apprentissage. C'est-à-dire, implémenter des soft skills, c'est veiller à ce qu'on a des équilibres hommes-femmes dans les groupes. Implémenter des soft skills, c'est veiller à avoir une multiculturalité dans les groupes. Implémenter des soft skills, c'est d'avoir aussi cette capacité de connecter des pays différents, des profils différents un peu partout dans le monde, notamment avec des outils digitaux, pour qu'on partage des vécus, des bonnes pratiques différentes. Donc, le soft skills aussi, c'est un travail de nos institutions sur les équilibres des communautés apprenantes pour pouvoir aussi l'incarner réellement dans les projets, dans les cas qu'on va traiter, qu'on va analyser, etc. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse très complète.
Alors, il y a un deuxième point que j'aimerais aborder sur les soft skills avec Monsieur Pierre Chevalier ou peut-être Olivier Fex en particulier, sur un exemple concret sur un programme de la cybersécurité, donc quelque chose qui est très, très, très technique pour le coup, et l'intégration des soft skills dans ce programme pour mieux appréhender les décisions difficiles sous pression qui vont devoir être prises et comment les compétences techniques qui ont été acquises par les apprenants peuvent vraiment s'exprimer grâce à une meilleure gestion des compétences comportementales. Merci Mathieu de nous donner la parole. Donc, pour ma part, je dirige avec Pierre l'exécutif MBA CMSRI, c'est-à-dire cybersécurité et management des risques de l'information. Donc, c'est pour compléter ce qui a été dit et autour du rapport entre hard skills et soft skills. La cybersécurité est un secteur, comme la plupart des technologies qui sont enseignées dans les exécutifs MBA du groupe. C'est un secteur où les technologies évoluent très très vite, comme les attaques, et donc les hard skills en général, si on devait structurer le programme que sur les hard skills, ont une durée de vie et de pérennité d'à peu près 3 mois. C'est-à-dire que si on forme quelqu'un pendant 5 ans, 3 mois après tout ce qu'il a appris, si on ne se base que sur les hard skills, sont devenus complètement caduques par rapport au type de cyberattaque et au domaine de compétences. Donc, on a, pour parler des hard skills, toute une mécanique d'accompagnement qui s'effectue par des séminaires en ligne ouvrant sur des certificats techniques, c'est-à-dire chacun a la capacité à construire sa boîte à outils tout au long de sa formation et même au-delà, dans le cadre du groupe, et avec Studi, qui est une de nos entités spécialisées dans les MOOC. Pour ce qui revient des hard skills, la cybersécurité, c'est d'abord du sang-froid. Et il est clair que grâce à, encore une fois, la force d'un groupe comme le groupe Galileo, eh bien, on a la possibilité, on a ouvert des sessions d'entraînement et de comportement avec le cours Florent, que tout le monde connaît, construites avec des psys, des pros et bien entendu des opérateurs capables de gérer ce type de crise, ce type d'événement, puisque la cybersécurité, c'est d'abord un grand temps de préparation, mais quand il arrive, effectivement, comme on a pu le connaître dans les dernières périodes, un événement, un accident, un ransomware ou quoi que ce soit, c'est d'abord une question de comportement qui va faire toute la différence. D'où le fait de passer par le cours Florent et de pouvoir accompagner tous nos apprenants dans le fait d'apprendre à être. Et dans cet apprendre à être, il y a une autre dimension, c'est que le cours Florent accueille l'ensemble de nos exécutifs MBA pour être, entre guillemets, transverse, c'est-à-dire que tous les formés, ou en tout cas personnes qui participent à nos exécutifs MBA, se retrouvent dans les mêmes sessions de cours Florent sur l'apprentissage de la maîtrise du stress, sur l'apprentissage des comportements managériaux, sur la capacité à prendre la parole en public, y compris devant des COMEX, auxquels les cadres supérieurs qui ont vocation à être formés par les exécutifs vont pouvoir, entre guillemets, facilement faire passer des informations aux équipes dirigeantes. Et puis, il y a une dernière partie qui est importante, en tout cas pour ce qui concerne la cybersécurité, c'est qu'on a une salle de simulation qui est installée au campus cyber à Paris La Défense, qui est unique en Europe pour le moins et probablement au monde, où on va analyser les comportements autant que d'entraîner nos exécutifs MBA à des situations de crise différentes pour les préparer à ce qui pourra être le cadre de leur métier futur et ce qui, dans le cadre de la cybersécurité, permet d'anticiper le mieux possible par son comportement ce qui peut se passer dans les entreprises en matière de sécurité de l'information. Donc voilà, mais cette philosophie, entre guillemets, par les études de cas, par les comportements, par les simulations, est transverse dans l'ensemble des exécutifs MBA qui ont plutôt une vocation technique. Et encore une fois, les techniques évoluant très vite, le rapport entre soft skills et hard skills étant aujourd'hui en train de plutôt s'inverser. Et c'est ce pourquoi et ce comment on structure la plupart de nos exécutifs. Et alors, comment sont accueillis ces modules, par exemple, avec le cours Florent, des modules de théâtre, donc vraiment, par les apprenants? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu redouté ou c'est vraiment, il y a une compréhension de l'intégralité du parcours et de la nécessité des soft skills dans leur parcours? Alors, je suis Olivier. C'est un des points, du point de vue du ressenti de nos apprenants, c'est le cours entre guillemets, encore une fois, le plus apprécié de la part de nos apprenants parce qu'ils se mettent hors de leur zone de confort sur des simulations qui peuvent parfois être déstabilisantes. Et on a un retour, c'est le cours STAR, l'intervention STAR, et ils apprécient pour une deuxième raison
nous avons 70 heures d'intervention qui sont réparties sur plusieurs mois. Ils l'apprécient d'autant plus qu'ils travaillent avec des collègues d'autres MBA, et c'est ce qui fait la force et le développement de cette formation. Alors, je préciserai que nous avons travaillé avec à la fois des spécialistes du management, je finis, des spécialistes du management et des psychologues pour pouvoir calibrer complètement cette formation et l'adapter à un public managérial qui est en moyenne chez nous, qui est âgé en moyenne de plus de 40 ans. Mathieu. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va aborder le dernier point avant de passer aux questions, qui est un point aussi très important, celui du réseau. Donc, toutes les écoles ont beaucoup, évidemment, d'alumni, d'anciens élèves. Quelles sont les activités du réseau? Ce sont des points vraiment très importants que l'on regarde, que l'on doit regarder plutôt quand on choisit une formation également. La présence des diplômés, les career centers, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les meetings avec des rythmes constants. Alors, on a deux exemples intéressants aujourd'hui parmi nous. Je voudrais donner d'abord la parole à Inès Kedir pour l'ESCP Business School. Vous avez une école avec une vraie dimension, une vraie volonté internationale, avec plus de 6 campus européens. Comment est-ce que ça se traduit concrètement pour un apprenant qui vient faire des études, qui vient reprendre ses études en formation continue chez vous? Comment est-ce qu'il peut bénéficier de ce réseau? Alors, concrètement, ce qu'il faut comprendre quand on dit qu'on a 6 campus, c'est pas juste qu'on a des bâtiments dans 6 villes, c'est que dans ces 6 campus, on a des équipes qui recrutent, qui délivrent des cours, ce qui fait que quand vous intégrez un programme, vous vivez vraiment avec des gens, non pas qui ont un profil international et qui vivent tous dans le même pays, mais qui viennent avec leur background culturel, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent d'Espagne et qui ont leurs propres connaissances. Vous aurez aussi des cours avec des professeurs dans ces campus-là. Et tout ça crée vraiment un état d'esprit. On parle beaucoup de diversité et c'est important, mais la diversité sans l'inclusion, c'est-à-dire sans la possibilité d'intégrer ces différences tout au long de la scolarité, on ne va pas très loin. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que aussi bien pendant la scolarité, on va multiplier les occasions d'échange avec tous les participants qui ont été recrutés sur les autres campus. On va vous donner l'occasion d'aller sur les autres campus pour rencontrer les professeurs qui vont vous donner des exemples qui peuvent être différents puisqu'ils viennent d'un écosystème différent. Et tout cela, ça continue après le programme. Je vous disais tout à l'heure qu'on apprend évidemment des cours, mais on apprend beaucoup des camarades avec lesquels on est en classe. Je vais vous donner des exemples. On a un projet de consulting qui a permis, par exemple, à certains de nos participants, à l'issue de leur executive MBA, de construire une entreprise ensemble alors que ce n'était pas leur projet de départ. On a, par exemple, je vous parlais de soft skills, quelqu'un qui s'appelle Sébastien Révaux, qui a publié une thèse sur la gestion du patrimoine responsable alors que ce n'était pas au départ ce vers quoi il se dirigeait et qui aujourd'hui est devenu une vocation. Donc, c'est des choses qui, par la suite, sont exploitées après le programme par l'association des anciens, dans laquelle les gens vont continuer à avoir des groupes par thématique. Donc, ça peut être sur la finance, ça peut être sur le RSE, ça peut être sur l'entrepreneuriat, où ils vont continuer à rencontrer des gens au-delà du programme qu'ils ont fait, de plusieurs pays différents. Ils vont aussi avoir des coachs qui vont continuer à les aider à développer leur carrière, à atteindre ce fameux niveau supérieur, puisqu'on le sait tous, mes collègues l'ont dit, il y a des progressions qui se font pendant le programme, mais on sait que ce n'est pas forcément tout de suite après le programme. Il y en a qui prennent 1 an, 2 ans, 5 ans. Et l'association des anciens va vraiment aider à continuer ce développement de carrière. Nous-mêmes, dans les programmes, on implique beaucoup tous nos anciens diplômés de tout campus confondu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit beaucoup en visio nous permet de les intégrer au jury d'admission, au jury de thèse, au jury de projets professionnels. On leur permet de revenir sur des cours. Et c'est tout ce mélange-là qui permet d'avoir cet apprentissage tout au long de la vie et
d'autant plus à un niveau international. Aujourd'hui, on a des diplômés dans 150 pays. C'est pas juste un chiffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand vous êtes diplômé de l'école, si vous partez en expatriation, vous avez une opportunité dans un autre pays, eh bien, vous consultez la liste des diplômés de la même école. Je pense que les réseaux sont assez puissants, un peu chez nous tous. Vous contactez ces personnes-là qui vont tout de suite répondre, et on le sait, on le voit, les gens nous le disent, qui vont répondre à vos sollicitations et puis qui vont vous faciliter votre accès aux entreprises, au réseau d'entreprises locales, etc. Merci beaucoup. Alors, un autre exemple également, celui avec Brest Business School maintenant, qui me semblait intéressant. Une école évidemment avec une forte vocation territoriale dans la région de Brest, mais qui a aussi beaucoup d'ambition sur la France et même à l'international, parce que je crois que vous avez un partenariat avec un campus en Chine, il me semble. Comment est-ce que vous tirez parti de cette dimension territoriale avec une volonté de faire beaucoup de choses avec les entreprises aussi et peut-être un accompagnement peut-être plus personnel? Merci beaucoup pour cette question et c'est un sujet évidemment très important. Quand on parle de relations territoriales, il y a à la fois évidemment les entreprises en France, autour de Brest et pas que, et aussi des entreprises internationales en Chine et aussi en Afrique. Alors à Brest, nous sommes extrêmement bien connus comme beaucoup de nos écoles collègues à différentes villes et nous avons la chance d'être très proches de différentes institutions régionales, notamment une association qui s'appelle Produits en Bretagne, qui est une association qui a été créée par les anciennes écoles, qui aujourd'hui a son siège social dans l'école à Brest Business School, qui regroupe 500 entreprises avec plus de 140 000 salariés et qui travaille sur justement la mutualisation de moyens niveau exportation et internationalisation des activités à la fois en Chine et aussi partout dans le monde. Et du coup, nos programmes, notamment dans la partie logistique, notamment dans la partie tout ce qui est contre-gestion, les accompagne, les participants de ces entreprises pour leur fin de business. Et deuxièmement, nous avons aussi très impliqué dans un autre réseau qui s'appelle Association des concurrents bretons. Ce sont des Bretons qui sont partout, en Bretagne et aussi en France. Et aussi l'Interclub, il y a 12 clubs, je dirais l'association des RH, l'association des commerciaux bretons, etc. Alors, en fait, je cite ces associations parce que c'est important, parce que ce sont des entreprises qui accueillent nos stagiaires, nos participants, mais aussi qui nous proposent des contrats de professionnalisation pour nos participants qui sont en voie de reconversion. Comme beaucoup de collègues ont cité tout à l'heure, vous savez aujourd'hui pour la partie formation exécutive, vous avez à la fois des personnes qui sont en poste, qui recherchent une formation pour compléter leurs compétences, pour préparer leurs évolutions au sein de leur entreprise ou peut-être un saut carrière, mais aussi avant Covid, mais Covid aggrave la situation. Beaucoup de personnes, notamment des personnes entre 35 et 45 ans, qui cherchent un second souffle de leur carrière, qui sont en reconversion professionnelle. Et dans ce cas-là, l'insertion professionnelle commence par la formation, mais pas après. C'est là aussi que nous appuyons sur nos réseaux entreprises pour les aider pendant la formation, soit pour les plus jeunes qui peuvent initier le contrat de professionnalisation ou les personnes plus âgées, dans ce cas-là avec des financements de reconversion. En Chine, aujourd'hui, nous avons un réseau aussi de partenaires de plus de 100 entreprises, à la fois des entreprises chinoises, aussi des entreprises françaises qui s'installent sur place, les gens comme Danone, comme Carrefour, Schneider, comme vous pouvez imaginer, et aussi Airbus. Et nous avons ouvert l'ensemble de nos portefeuilles de formation professionnelle continue en Chine, aussi en mode blended, avec plusieurs milliers de participants qui sont sur place. Le retour des entreprises est très important, car à la fois l'intervention des experts métiers au sein des programmes, c'est très riche pour nos participants, et aussi, encore une fois, leur feedback sur nos programmes, parce qu'ils accueillent encore une fois nos participants, leur feedback est très précieux de nous dire, tiens, Brest Business School, dans telle matière, dans tel cours, est-ce que vous pouvez pas évoquer tel sujet, vous pouvez évoquer telle tendance, comme mes collègues m'ont dit tout à l'heure, les compétences varient et évoluent tellement vite, et il est très important pour nous, à travers cet ancrage territorial, de adapter nos programmes au plus rapidement.
Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. On arrive maintenant à la fin des questions que l'on s'était fixées, ou du sommaire en tout cas. On a beaucoup de questions sur le chat. On va y répondre tous ensemble. Une des premières questions qui revient beaucoup, c'est comment convaincre mon entreprise de m'aider sur le financement. Donc, je pense que le financement est vraiment une clé un petit peu quand on a choisi ce type de formation. Est-ce que vous avez une réponse à apporter sur... alors, on a donné quelques clés, hein, j'imagine, évidemment, en termes de progression personnelle, donc ce qui devrait intéresser les employeurs. Mais est-ce que vous avez d'autres motivations à apporter à une personne qui souhaiterait convaincre son employeur du bien fondé d'une executive education? Alors, si je peux prendre la parole sur ça, parce qu'il y a des choses assez spécifiques qui peuvent aider, en plus évidemment de montrer tout ce que ça peut apporter à une entreprise. Dans certains programmes, c'est le cas par exemple chez nous à l'Executive MBA, il y a la possibilité de travailler sur la problématique de l'entreprise, une problématique de l'entreprise pour laquelle l'entreprise aurait peut-être fait appel à une équipe de consultants experts qu'elle aurait payé assez cher. Or là, en confiant ce projet à quelqu'un qui fait un programme Executive MBA pour lequel il va recruter au sein de son Executive MBA un expert en finance, un expert en marketing, un expert en IT ou toutes les compétences nécessaires, et bien pendant 1 an, ils vont pouvoir développer ce projet-là, le présenter au board de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les recommandations de cette équipe-là et c'est un levier de négociation en disant à l'entreprise, voilà, si je travaille sur votre projet avec une équipe d'experts, est-ce que vous pouvez financer au moins en partie mon programme? Tout à fait. C'est un très bon point. Il y a un point aussi, je me permets de l'associer aussi à cette démarche, c'est l'avantage de faire sa formation avec un organisme d'enseignement supérieur qui, lui, il a des liens très forts avec les entreprises, que ce soit par le prisme des stages, par le prisme de l'emploi, par le prisme des actions communes. Et il y a une partie aussi que relève d'un centre de formation continue, qui est justement de prendre contact avec ces DRH pour travailler avec eux sur leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est souvent comme ça qu'on réussit à convaincre une entreprise de financer une formation, puisqu'on va l'assurer que ce projet individuel, c'est un projet totalement intégré dans leur marque employeur et dans leur gestion, dans leur GPEC, dans leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à convertir d'une façon assez importante ces adhésions d'entreprises. Très bien, merci. Alors, une deuxième question. Pardon. Je peux juste ajouter un point, si vous permettez. Puisqu'on parle de comment convaincre les employeurs pour financer, en tout cas une partie de la formation, je pense qu'une autre façon aussi, utiliser la technologie et les modalités blended, non seulement Brest, mais ce que propose aussi d'autres écoles proposent aujourd'hui, permet, entre guillemets, réduire le temps d'absence de leur poste et qui permet aussi de mieux conjuguer, encore une fois, sa vie professionnelle, le travail et l'efficacité et aussi ses études. Et ça permet aussi des RH de réfléchir, de dire, effectivement, la personne est très motivée, prête à utiliser davantage son temps personnel pour se former et du coup reste disponible pour son poste de travail. Et ça aussi, c'est une façon de donner un investissement mutuel, à la fois un investissement financier de l'entreprise, mais aussi l'investissement personnel, je dirais, des participants. Merci. Alors, une autre question. Allez-y. En 2 secondes, vous voyez, les choses sont assez originales. J'étais hier au pot de départ d'un très grand patron d'un groupe hôtelier monstrueux qui est un des premiers mondiaux. Et ce monsieur nous a sollicité, il y avait le DRH Monde qui était là, pour l'aider à mettre en place un certain nombre de formations, à la fois transversales et spécialisées, de sa spécialité, et avec des cofinancements CPF, et parallèlement les abonnements d'entreprise sur du 50-50 et sur des métiers à la fois spécialisés et transversaux. Donc, il y a une demande en ce moment d'entreprises qui ont perdu, suite à la Covid, ne l'oublions pas, un certain nombre de cadres supérieurs et puis les cheveux blancs, un petit peu comme moi aussi, qui partent et qui ont besoin de renouveler leur encadrement, les ex N-1 ou N-2 qui montent petit à petit. Et il y a une grosse demande, et on la voit dans notre groupe. Alors, je parle de Galileo Global Education, au-delà même des exécutives.
on voit cette montée en puissance très très forte. Merci. Alors, une autre question qui revient également, c'est sur le nombre, enfin l'expérience minimum dans son poste pour être accepté dans une formation executive education. Alors, je pense que ça diffère un petit peu des différents programmes. J'aimerais compléter cette question avec la réforme de la VAE qui arrive aujourd'hui, la possibilité donc de la validation des acquis et de l'expérience qui va être considérablement réduite en termes de temps et donc de problématiques un petit peu pour les participants. Est-ce que vous avez des retours là-dessus ou des opinions? Oui, je peux peut-être répondre à la question. Donc, sur la durée d'expérience, elle est un peu, je dirais, indicative et elle s'équilibre avec d'autres aspects. D'abord, c'est au-delà de la durée de l'expérience, je dirais, c'est la qualité, le niveau de l'expérience. Si une personne a eu des projets à mener, déjà des premières responsabilités de gestion d'équipe ou autre, effectivement, ça c'est l'élément déterminant. Entre quelqu'un qui voilà, n'a plutôt fait que des missions techniques avec, je dirais, c'est des outils ou des outils informatiques, on va lui demander peut-être un peu plus d'expérience en durée. Si par contre la personne a déjà mis en œuvre des compétences en management, a pu voir un petit peu un certain nombre de problématiques à l'international ou sur des problématiques émergentes, effectivement, on va aussi regarder à adapter la durée. Mais il est vrai que sans doute, à minima, 5 années d'expérience, c'est le minimum pour entrer dans un programme exécutif. Après, bah, selon aussi le thématique de l'exécutif, 5 années, c'est pas suffisant et on va atteindre, plutôt 10 ans. Donc ça, c'est vraiment avec les candidats que l'on regarde, voilà, on met une durée indicative par rapport à un Bien sûr. affichage, mais c'est discuté et c'est pour ça que moi, au-delà d'un chiffre qu'on peut mettre, on a et moi je dis toujours qu'on peut adapter cette durée, au parcours professionnel. Après, il y a ce que vous indiquez sur des VAE ou sur un niveau académique. Il est clair que si une personne a déjà, l'équivalent d'un bac+5 pour faire un, master, executive MBA, par exemple, à ce moment-là, ça va provoquer, un certain nombre d'attentes, hein, de notre part sur les durées, d'expérience. Quelqu'un, vous l'avez dit et ça a été dit, quelqu'un qui pourrait rentrer à bac+2 ou à bac+3, hein, avec un diplôme qui ne serait que de ce niveau-là, beh, va passer soit par le système de validation des acquis professionnels et là, on va sans doute lui demander une expérience plus longue que les 5 ans, hein, voire nettement plus longue que les Sûr. 5 ans. Ou alors après, bah, il y a les VAE effectivement qui rentrent un petit peu maintenant dans le circuit. Bon, elles étaient déjà présentes et certains s'étaient spécialisés pour faire de la VAE, mais effectivement, c'est un peu la même idée, hein. C'est l'idée de regarder un petit peu Alors, quelle est la durée selon aussi des thèmes, hein. Là, on parle d'executive MBA, donc généraliste, mais thème par thème ou discipline par discipline, hein, thème par thème, la VAE prend plus de on champ. a effectivement d'autres possibilités, quoi. Quelqu'un d'autre sur la VAE et sur le changement un petit peu de statut et de complexité, est-ce que c'est vraiment une porte d'entrée pour les executive education? Je peux intervenir très rapidement. Il est important par rapport à ces minimums d'expérience, etc. On a la chance aujourd'hui d'avoir un site centralisateur de France Compétences qui permet de visualiser l'ensemble des titres A1CP. Et on peut voir tout de suite les planchers minimums d'expérience qui sont définis et qui sont acceptés justement au niveau de ces titres inscrits au registre national des compétences professionnelles. La VAE, c'est un vrai sujet, hein. Je vous avoue qu'on suit ça, nous aussi, de près, puisqu'on a recruté une personne à temps complet sur l'accompagnement VAE. On espère aujourd'hui, avec cette nouvelle proposition qu'on voit émerger, à arriver à valider un temps d'accompagnement qui est supportable pour un profil VAE. Il est vrai qu'aujourd'hui, une VAE reste quand même un dispositif assez lourd en termes de modèle d'accompagnement, et ça me rappelle une question que j'ai vue sur le chat, le temps de travail personnel. Le temps de travail personnel, c'est une composante forte pour une VAE, une validation des acquis par l'expérience. Mais on espère voir là d'ici un mois avec la nouvelle proposition
un peu, je dirais, de rationalisation des modèles d'accompagnement, notamment avec ces dispositifs de VAE partiels aussi, qui permettent de valider en partie des blocs de compétences et les compléter ensuite avec des cursus de formation pour apporter un peu plus de flexibilité, un peu plus de temps, je dirais, pour les profils. Merci. Si je Alors complète, justement, si sur je cette complète, question de la... pardon, si je complète juste sur ça, il y a aussi toute l'approche, la nouvelle approche France Compétences par les compétences, justement, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon les compétences, on peut avoir des antériorités, où on a plus d'indicateurs sur les blocs de compétences et les compétences qui ont été validées. Et un peu la difficulté quand même pour dire quel nombre d'années d'expérience, c'est que le parcours d'expérience, et c'est un lien complètement avec la VAE, le parcours a créé des validations de compétences ou l'acquisition de compétences assez avancées dans certains domaines et plus reculées ou moins avancées dans d'autres domaines. Donc aujourd'hui, l'avenir, ça va être véritablement de voir comment on monte aussi des formations un peu plus peut-être sur mesure, hein, au-delà de la VAE, hein, avec des blocs qui viendraient compléter des manques, hein, des trous quelque part dans la raquette qui auraient été constatés dans le passé. Donc il y a une évolution quand même assez forte dans nos métiers, hein, sous cette évolution de compétences, France Compétences, etc., qui va toucher la VAE. Et je rajouterai aussi que pour la validation des études supérieures, il y a un dispositif aussi qui est rentré en place pour valider des parcours d'études qui auraient été partiellement faits ou pas terminés en tout cas, et pas sanctionnés par un diplôme. Donc aujourd'hui, il va y avoir tout un travail d'accompagnement, d'ingénierie, on va dire pédagogique, pour dire à quelqu'un, mais voilà ce que vous avez fait sur le plan académique, voilà ce que vous avez fait sur le plan professionnel. Donc voilà un petit peu, nous, comment on voit les acquis que vous avez, acquis académiques, acquis professionnels, et il faudra combler quelque part et construire des blocs pour combler ce qui va demander pour les établissements un accompagnement important, et c'est pas toujours évident quand même de mettre en place ce type d'accompagnement. Merci. Alors, une autre question, on parlait de la VAE forcément et donc du temps que ça pouvait demander aux participants. On a une autre question qui, si on ne veut pas en parler à son employeur, des solutions existent-elles en termes d'organisation et de rythme pour aller jusqu'au bout donc, de ce cursus? On en parlait tout à l'heure un petit peu avec la formation à distance ou le blended. Je veux bien continuer, mais le point ici, c'est qu'il y a deux formules. Soit vous avez des gens qui sont en part-time, donc ceux qui sont en part-time peuvent faire ça le soir et le week-end, et des durées courtes, donc ça peut être transparent pour un employeur, hein. Monsieur Lamarck, je veux dire ça. Voilà. Ouais. Peut-être que je peux compléter. On a une série de tous, hein, je pense, de formations qui peuvent être suivies en 100% distanciel. Cela rejoint des questions que vous avez également, je pense, dans le chat sur je réside à l'étranger, est-ce que je peux accéder à ces formations que vous avez évoquées aujourd'hui? Et je pense que le distanciel est peut répondre à un besoin de flexibilité ressenti de la part des participants selon sa capacité à être soutenu ou pas par son entreprise, selon son lieu de résidence, sa localisation, etc. Donc explorer le distanciel et les formations proposées en exécutif en distanciel peut être une option. Si je peux ajouter juste un point à ce niveau-là. Donc oui, en effet, et notamment depuis le Covid, on est beaucoup à avoir développé des formations en distanciel asynchrone, parce que c'est vraiment ça qu'il faut voir, hein, c'est distanciel, où vous pouvez suivre et faire les cours quand vous le souhaitez. C'est le cas de beaucoup de nos programmes. Néanmoins, il ne faut pas négliger, et tout à l'heure, il y a une question qui rejoignait ça, la part de travail personnel. Donc, il ne faut pas se dire, OK, je peux assister au cours sans que mon employeur ne le voie, donc ça va passer inaperçu, parce que c'est quand même un gros investissement en temps. Alors, sur des certificats, c'est moins long, donc ça peut se faire. En revanche, sur des programmes diplômants comme des exécutifs master spécialisés ou des exécutifs MBA, il ne faut vraiment pas négliger la part de travail à faire avant et après les cours, où vous allez devoir donc vous coordonner avec d'autres personnes, et vous vraiment consacrer du temps. C'est-à-dire que c'est aussi, même quand votre entreprise le sait, nous, en général, on préfère que vous ayez
même si ce n'est pas le soutien financier, mais comment votre entreprise soit au courant pour qu'il ne vous bloque pas à des moments où vous devez délivrer des choses, mais votre famille également. C'est important que votre entourage, de manière générale, soit conscient que vous allez être moins disponible. Je pense qu'il y a un point aussi, Mathieu, important, c'est de dire on n'a pas à cacher, je dirais, un parcours de formation parce que c'est encore une fois une évolution importante. Au contraire, si vis-à-vis de l'entreprise, si les participants, au fur et à mesure de la formation, parce qu'on parle de formation exécutive diplômante, certifiante, de formation longue, mais si pendant un an, le participant prouve ou démontre déjà les progressions à la fois sur les compétences, sur les connaissances, tout à l'heure, un collègue parlait aussi de savoir-être, et tout ça, c'est des bénéfices pour l'entreprise. Au contraire, je pense qu'il faut justement parler très librement avec beaucoup de transparence. Évidemment, certaines craintes peuvent venir de dire, certains employeurs disent, tiens, si quelqu'un se forme parce que la personne prépare le départ, quelque part aussi, c'est pas parce qu'on l'empêche de partir. Je voulais juste revenir sur un point, si vous permettez, aussi, parce qu'on est entre les collègues, pour répondre à président Eric Lamarck. Vous savez que M. Lamarck, il n'y a pas que les entreprises publiques qui sont sérieuses, exigeantes. Les écoles privées comme la nôtre aussi, nous sommes très exigeants sur la subtilité et aussi les sérieux et les participants. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Pas de problème. Alors, une question qu'on nous pose également, c'est quelle est la répartition des professions qui viennent se former aux Executive Education? Et je la compléterai. Est-ce qu'il y a une évolution également dans ces types de postes que vous voyez sur les formations aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a de véritables changements de vie professionnelle pour certains. Je pense à une formation qui est assez originale chez nous, qui est une formation en hospitality où 80% de nos apprenants sont des reconversions professionnelles parce qu'ils achètent un bien ou ils veulent monter un projet dans les 2 ou 3 années qui suivent. Nous avons la même chose dans la gestion, en finance et en gestion patrimoniale, c'est-à-dire ce sont quasiment des changements complets de vie. C'est une tendance forte et puissante aussi qu'on ressent depuis 4 à 5 ans. Très bien. Un autre exemple d'un programme en particulier où vous avez une évolution? Il est assez classique de retrouver dans les formations exécutives de type MBA des gens qui, comme je le disais, n'ont pas eu de formation au management au départ, donc qui ont un peu appris le management sur le tas, comme on dit. Donc, je parlais tout à l'heure à des ingénieurs, des gens de la santé, par exemple, mais en fait, tous ceux qui n'ont pas eu d'études de management et à un moment donné, il leur faut avoir soit des éléments de management, c'est-à-dire de management transversal, de faire le lien entre les aspects techniques et l'aspect entreprise, organisation, performance, efficacité. Et puis, il leur faut aussi comprendre l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc, je dirais que la formation exécutive, elle est naturellement aussi orientée, mais pas que, mais naturellement orientée vers des choses que les gens ne connaissent pas. Ou si des personnes, après, ont été dans des formations, on va dire, de type justement un peu généraliste à un certain moment de leur vie, ils disent moi j'aimerais quand même m'orienter davantage vers la finance. Alors là, il faut bien dire aux personnes que l'orientation vers la finance, alors qu'on n'y est pas du tout, elle ne va pas être faite même en 18 mois d'une formation. C'est-à-dire que la formation sert à prendre un virage qui fera que dans un délai de pas trop long, mais quand même pas de 3 mois, on va devenir un directeur financier quand on n'a jamais fait de finance autre que son programme de finance. Par contre, moi, je vois surtout les gens qui, derrière 12 mois, 18 mois, arrivent à basculer vers des fonctions un peu plus orientées dans la formation qu'ils ont fait. Donc, ça dépend de l'ampleur du virage qui est à réaliser. Qu'ils souhaitent faire. Alors, j'ai une dernière question pour terminer un petit peu cette webconférence qui me paraît assez intéressante. Jusqu'à quel âge estimez-vous raisonnable de démarrer ce type de formation et combien dure-t-elle en moyenne? Bon, ça, c'est une autre question, mais jusqu'à quel âge pensez-vous qu'il soit raisonnable de se lancer dans une executive education pour compléter, changer à 180 degrés ou pas sa formation ou sa carrière?
Je vais prendre la parole. On parlait tout à l'heure beaucoup de diversité. La diversité, c'est aussi mélanger des gens qui ont différents niveaux d'expérience. Très rapidement aussi, pour faire le lien avec tout à l'heure, en termes de secteur d'activité, on voit des gens qui viennent de secteurs qui ne venaient pas avant. On a des avocats, on a des vétérinaires, on a des militaires qui nous disent qu'ils veulent une deuxième carrière. Et aujourd'hui, on a des gens de 45 ans qui nous disent moi, j'ai encore 20 ans à travailler. Et donc, j'ai encore envie d'évoluer. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de dire, autant il y a une limite basse parce qu'il faut un certain niveau de maturité et d'expérience, autant pour nos programmes, il n'y a pas de limite haute. C'est-à-dire que la limite, c'est vous qui vous la mettez, à savoir, est-ce que vous pensez que vous avez encore des choses à apprendre? Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question? Est-ce que vous pensez que vous avez encore des choses à utiliser? Et nous, on a des gens de 50 ans, de 55 ans qui viennent dans nos formations. Ce qu'il faut, c'est la cohérence du projet professionnel, la motivation et savoir où vous voulez aller avec ce que vous allez apprendre. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en termes de secteur d'activité, de profession, d'âge. C'est vraiment où est-ce que vous voulez aller et identifier, il n'y a pas de bon ou de mauvais programme, c'est même identifier le programme qui vous permet de réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans le temps que vous vous êtes imparti. Oui. Je me permets de dire que je souscris parfaitement à ce qu'a dit Mme Kedir. Et il n'y a pas d'âge parce que la formation, c'est un épanouissement. Et moi, j'ai ici un exemple que je partage avec mes collègues de certificat de manager de transition dont le 3/4 sont des retraités. Ce sont des personnes qui retrouvent un autre épanouissement pour faire partager leur savoir-faire, leur expérience, etc. Et donc, c'est vraiment, ils viennent, le premier mot qui leur revient à l'esprit, c'est de dire, je vais retrouver une autre forme d'épanouissement pour partager mon savoir-faire, mais maintenant, je vois qu'il y a un métier, par exemple, de manager de transition qui me permet d'aller plus loin. Donc, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Tout à fait. Merci beaucoup. Je peux même rajouter, si vous me permettez, Mathieu, nous avons 10% de nos effectifs qui ont entre 53 et 65 ans. Nous avons, alors, 65 ans, c'est l'extrême, mais la grande majorité sont entre 53 et entre 50 et 55 ans pour les seniors, j'allais dire la véritable seniorité pré-retraite. Et beaucoup, vous le citiez tout à l'heure, de professions de type paramédical, d'avocats, d'anciens spécialistes, des ingénieurs aussi, et qui ont des projets et des placements de grande qualité. Merci beaucoup. On va clôturer cette webconférence aujourd'hui. Je pense que c'est un bon sujet aussi pour terminer, de dire voilà, les Executive Education sont ouvertes au plus grand nombre et ce qui compte vraiment, c'est le parcours professionnel, le projet qui est derrière, l'accompagnement que vous allez pouvoir aller chercher avec les écoles, avec ces universités qui sont venues vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à télécharger le livre blanc où vous allez retrouver l'intégralité de toutes les interviews qui ont été faites pour préparer cette webconférence. Je remercie chaudement les 6 intervenants du jour. J'espère que nous avons répondu à vos questions, à vos attentes. Et puis, je vous dis, j'espère, à l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci à vous.